Bien. Alors, je vais vous présenter nos intervenantes qui représentent le pôle pilote empirique porté par l'Université d'Aix-Marseille et dont le chef de projet est Nicolas Mascret, que vous avez vu hier à la table ronde. Mais il ne pouvait pas être aujourd'hui parmi nous. Alors, les collègues qui sont ici vont vous présenter une action de l'ensemble du pôle et elles vont s'intéresser aux pratiques de classe fondées sur la pédagogie universelle, et elles contribuent à l'équipe Access au sein d'Empirique. Alors, je vous les présente. Il s'agit d'Anne Gombert, maître de conférence en psychologie cognitive et éducation, qui est chargée de mission au sein de l'INSPE de l'éducation inclusive. Elle est donc copilote de l'équipe Access. Elle est consultante nationale en éducation, mais également à l'international puisqu'elle elle fait des expertises au sein de l'AUF et elle revient d'ailleurs de Madagascar. Voilà, tout cela pour vous présenter Anne. Et elle est accompagnée de Julie Perronne, donc conseillère pédagogique ASH à Marseille, donc enseignante spécialisée et formatrice, également étudiante en Master 2. Elle est également responsable de formation PEI, pratique d'école d'éducation inclusive, au sein du MEF, au sein de l'INSPE. Voilà. Et mesdames, je vous laisse tout de suite la parole parce que nous avons pris du retard. À vous. Oui, c'est mieux comme ça, non ? Voilà, donc juste avant, un petit préalable. On n'est pas sur la même échelle de présentation que les deux premières présentations. Nous, on va présenter un projet collaboratif au sein, vous allez le voir, de l'équipe pilote et au sein d'une action qu'on appelle Access. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques. Alors, en tout cas, ce projet collaboratif qu'on a intitulé donc de la formation continue à la pédagogie universelle. Eh bien, nous sommes deux responsables du projet, moi-même et Julie Perronne. Puis tu te présenteras après. Puis il y a une collègue qui n'est pas là, qui s'appelle Claire Enea Drapeau, qui ne développe pas le dispositif, mais avec lequel on fait toute la recherche, parce que c'est une recherche dans la recherche. Je vous dirai plus en détail après. Et après, donc, nous avons toute une équipe d'enseignants, premier, second degré, de coordo d'ULIS et de conseillers pédagogiques de circonscription. On peut... ouais. Allez, on attaque maintenant. Donc, du coup, objectif de la séance, donc, que je vais dérouler là, c'est simplement de faire découvrir le dispositif de recherche collaboratif qui a commencé, contrairement aussi aux autres recherches, il y a 6 mois. Donc, ça veut dire qu'on va vous présenter le dispositif, la description et pas encore de résultats de recherche. Donc, ça, c'est très important. Ceci étant, on en a sur une autre recherche et si vous demandez, je pourrais quand même aussi vous donner 2 mots après. Donc, on présente le dispositif de la formation à la pédagogie universelle. On le décrit, surtout avec ses fondements. Après, nous allons vous mettre en situation avec une approche performative, c'est-à-dire une approche multimodale. Donc, on va essayer d'un peu motiver, de faire quelque chose autour de la motivation, ce qui est extrêmement difficile quand même dans un amphi, parce que la particularité pour faire de la pédagogie universelle, c'est d'avoir des classes flexibles quand même, et l'amphi ne l'est pas vraiment, donc on ne peut pas déplacer, on ne peut pas se mettre contrairement à votre lab, votre salle où vous pouvez bouger, etc. Donc bref, on va faire une tentative d'approche performative. On va voir sur 2 tâches qu'on propose à nos étudiants, à nos stagiaires,
dans la recherche. Et puis, on va procéder à une institutionnalisation, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez retenu de ce projet, de cette collaboration à son état de 6 mois de vie en quelque sorte, ou un peu plus maintenant. Bon. OK, ça va pour le déroulé? Alors, comme je disais, situer la recherche, eh bien, cette recherche collaborative, elle se situe dans le pôle pilote empirique, dans lequel, vous voyez, il y a plein d'équipes pilotes. Et dans cette équipe pilote, il y a l'équipe pilote Access, donc accessibilité, pratique inclusive et apprentissage. Et donc, il y a 3 co-responsables, Raphaël Tsao, Claire Enea et moi-même. Et dans cette équipe-là, il y a 20 chercheurs de 5 laboratoires, ce qui veut dire qu'on a une approche absolument interdisciplinaire. Et cette équipe pilote a pour objectif de faire de la recherche et des actions de formation qui vont être ciblées sur l'éducation inclusive et les conditions d'accessibilité au savoir. Alors, en ce sens, vous nous avez bien arrangé, les 2 collègues, les 2 équipes qui sont venues avant, puisqu'il y a des choses dont je ne parlerai pas. Et notamment, on travaille sur l'accessibilité savoir pour tous les élèves. Alors, on emploie encore le terme besoin éducatif particulier. Moi, je ne l'emploie plus. Vous doutez bien, ça fait une trentaine d'années que je travaille là-dessus. Je préfère plutôt parler d'élèves dans des situations de vulnérabilité, des situations scolaires ou d'élèves tout court. Et le jour où on aura gagné, c'est peut-être le jour où on n'en pourra plus. Élève à besoin éducatif particulier. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, du coup, juste un principe de base qui a fondé en fait le dispositif, avant que Julie vous explique d'où il vient, ce dispositif, c'est qu'aujourd'hui, il y a une injonction très forte de ce qu'on appelle aujourd'hui l'école inclusive. En France, on le sait bien. Le problème, c'est que, et à l'accessibilité, mais que cette notion d'accessibilité, en fait, elle a 3 fondements et elle a 3 conceptions qui vont cohabiter en France et qui vont créer, en fait, des sortes de tensions, de dilemmes, de paradoxes, de dissonances, on va le dire comme ça, chez les acteurs. Alors, bien entendu, ces 3 conceptions, elles sont issues d'histoire, de l'histoire du développement de l'école inclusive en France. Alors, la première conception, elle est compensatrice, c'est-à-dire pour rendre accessible une situation ici d'enseignement et d'apprentissage, eh bien, on va donner des outils de compensation, donc sur la déficience ou sur la difficulté de la personne, mais c'est donc en termes de compensation. On va co-intervenir, ça veut dire que Julie va être tout à fait, il est possible qu'elle me contredise, puisque c'est ça aussi, etc. Donc, compensation. Après adaptation, on a un peu changé de regard, c'est-à-dire que l'adaptation, il s'agit déjà, on est sur l'environnement et on va rendre accessible un environnement à des besoins identifiés d'une personne, c'est-à-dire que le raisonnement intellectuel de l'adaptation, ça va conduire à faire une analyse de la situation, je le répète ici, d'enseignement et d'apprentissage, et de créer pour cette personne une adaptation spécifique. Et puis maintenant, il y a le conseil de pédagogie, enfin d'universel, qui rentre en fait et qui englobe la question de la compensation et de l'accessibilité, mais pour lequel, en fait, donc bien entendu, ça nous vient de l'universal design, de l'accessibilité universelle. Je fais exprès de ne pas parler de CUA pour l'instant. Voilà. Donc, c'est une approche qui va conduire à planifier minutieusement des environnements scolaires, à regarder en éliminant de façon proactive tous les obstacles qui pourraient se passer dans cette situation. D'ailleurs, on en a vu un excellent exemple dans la présentation 1 de cette réflexion. On met en place des situations d'enseignement-apprentissage, on enlève tous les obstacles par des leviers pédagogiques et didactiques qu'on connaît et qui ne sont pas nouveaux. Voilà, différenciation, explicitation pédagogique, approches diverses et variées, multimodales, ce n'est pas nouveau. Mais l'idée, c'est d'actionner encore plus ces leviers pour rendre accessible à tous, au lieu de, en première instance, travailler sur l'adaptation des situations.
Alors, du coup, on est passé d'un concept sur la question de la prise en charge de la scolarisation des enfants, eh bien, en une dizaine d'années, alors bien sûr depuis 2005, où on parlait que du handicap, et puis après des élèves à besoins particuliers. Et aujourd'hui, en fait, on est dans un élargissement de la notion, hein, et tant mieux, qui est que l'école inclusive, elle s'adresse à tous les élèves, quelle que soit leur singularité, leurs difficultés. Et donc, du coup, ça change de regard et surtout, ça change de manière de faire. Alors, donc, dans ce processus de transformation de l'école, il faut quand même le dire que les contextes donc, sont à forte injonction, hein, pour nos enseignants, c'est-à-dire que l'école fait des textes, fait des arrêtés, par exemple, arrêté de l'EI dans la formation initiale des enseignants en 2020, sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc, on a bien sûr les différentes lois, etc. Et en même temps, il peut y avoir des dissonances, parce que des fois, l'institution nous emmène en fait vers plutôt une logique de compensation qu'une logique d'accessibilité sur des dispositifs, etc. Et donc, ça met les sujets en dissonance. Alors, je passe la parole maintenant à Julie pour qu'elle, dans ce contexte-là, eh bien, vous explique l'initial de ce projet collaboratif. Voilà, donc, on m'entend ? Oui. Voilà, donc moi je suis conseillère pédagogique sur une circonscription ASH, et donc dans le cadre de mes missions, j'accompagne et je forme des enseignants qui exercent sur des contextes spécialisés ou non. J'accompagne également des enseignants en milieu ordinaire, premier, second degré, dans la scolarisation, notamment d'élèves à besoins éducatifs particuliers. Et donc, depuis le début de mes fonctions, et même bien en deçà, puisqu'avant j'étais enseignante spécialisée, donc également dans mes missions de personnes ressources en tant qu'enseignante spécialisée, j'ai été confrontée à beaucoup de discours de collègues et d'enseignants qui disaient oui, mais on nous demande toujours plus, mais on a déjà du mal nous-mêmes à gérer l'hétérogénéité au sein de nos classes, on a déjà beaucoup de difficultés. Alors, nous, on a sur Marseille énormément d'écoles REP+, aussi, donc avec d'autres types de difficultés socioculturelles, économiques, etc. Et donc, à chaque fois qu'on venait pour parler d'inclusion, pour travailler sur, en 2015, la bascule des dispositifs, enfin de l'ouverture des dispositifs Ulysse, hein, qui ont remplacé les CLIS, et puis dans le cadre de mes missions, sur l'ouverture de nouveaux dispositifs Ulysse dans divers établissements, à chaque fois, je me suis confrontée à des enseignants qui venaient nous dire on nous dit qu'on nous donne des moyens supplémentaires, mais en fait, on nous met en difficulté encore plus qu'on ne l'est déjà. Alors que nous, dans nos discours, on était plutôt sur, au contraire, vous allez avoir un pôle ressources au sein de votre établissement, un enseignant spécialisé qui va pouvoir être un appui, etc., etc. Du coup, est née l'idée de mettre en œuvre cette recherche collaborative, avec Anne, que je connaissais puisqu'on avait déjà travaillé auparavant ensemble sur une autre recherche collaborative. Et à partir de ces difficultés de terrain, tout en visant le développement professionnel des enseignants, puisque ça fait partie de mes missions, hein, de conseillère pédagogique, de les accompagner à modifier leurs pratiques pour rendre leurs environnements d'enseignement-apprentissage accessibles au plus grand nombre, et pour finalement changer un peu ce paradigme qui était toujours basé sur la compensation, l'individualisation, etc., et leur montrer qu'en travaillant en amont sur les obstacles, comme on le disait tout à l'heure, on pouvait finalement répondre à la diversité des besoins des élèves de la classe, et pas seulement à ceux qui étaient entre guillemets étiquetés à besoins éducatifs particuliers. Voilà. Donc on va vous décrire le dispositif, mais c'est un dispositif simplement pour vous dire donc qui est né de la collaboration, donc de notre collaboration parce qu'on se connaissait, mais également de la collaboration avec des enseignants de classe ordinaire, des coordos Ulysse, écoles et collèges, et de conseillers pédagogiques de circonscription ou ASH qui se sont tous engagés sur la base du volontariat. Alors le dispositif, il fonctionne comme ça en fait. Donc au centre, bien sûr, il y a la question de
Alors, on a fait exprès de ne pas dire formation, ou on va dire formation accompagnement continué, parce que c'est la base de notre dispositif à la pédagogie universelle. Il va, si vous voulez, être sur 3 échelles, hein, puisqu'on parle d'échelle depuis hier. Alors, on va continuer dans la... Donc, la première échelle, alors, comme c'est, en fait, on ne sait pas, on peut le prendre de droite à gauche ou de gauche à droite, puisque c'est des échelles, on peut la descendre et la monter, si vous voulez, c'est circulaire. Donc, en gros, donc, il y a des regroupements en formation. Cette formation, elle est inscrite au PAF à raison de 24 heures par année. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le dispositif va durer 2 ans. D'accord, voilà, excusez-moi. Et donc, dans ces regroupements, eh bien, nous allons voir ce qu'on en fait après. Mais en tout cas, il y a les regroupements, pardon, j'ai pas l'habitude avec ça. Voilà. Il y a donc des binômes. Alors, comme disait ma collègue, donc les enseignants, ce sont des enseignants du premier et du second degré, coordonnateurs d'Ulysse, qu'on a mis en binôme et qui vont co-enseigner dans les classes, en fait, et qui vont monter et élaborer des séances de co-enseignement. Voilà. Alors, bien entendu, vous voyez tout de suite pourquoi, parce que le cordeau d'Ulysse, donc c'est un enseignant spécialisé. Il est passeur dans son rôle de personne ressource, je reprends un terme d'hier, il est passeur pour effectivement accompagner les collègues. Et là, vous avez la rencontre d'enseignants et d'enseignants spécialisés qui vont co-animer et co-élaborer des séances d'enseignement-apprentissage à raison de 4 dans l'année, on va le voir après. Et puis, ce beau monde-là va être supervisé. Alors, je sais qu'il y a un débat sur la notion de supervision, voilà. Mais en tout cas, les conseillers, voilà, les conseillers pédagogiques, qu'ils soient spécialisés ou non, ou de circonscription, hein, voilà, vont aller dans les classes, sur le terrain, au moment des co-interventions, et vont aider les collègues, vont faire des analyses sur le terrain de leur séance de co-enseignement, dans l'objectif, bien sûr, de développer leur professionnalité, à rendre accessible leur environnement à tous les élèves, et pas seulement aux petits de l'Ulysse qui sont, ou aux petits dits à besoins particuliers avec des dispositifs divers et variés dans les classes ordinaires. C'est bon pour le dispositif ? Ça va, voilà, donc les 3 pôles. Et donc, au niveau temporel, non, hop, voilà. Donc, voyez bien qu'on a eu un premier regroupement l'année dernière. Alors, vraiment, il a débuté, voyez-vous, en octobre. Et donc, voyez bien que c'est un dispositif qui est développemental. C'est autant des régulations qu'on fait évoluer le dispositif. OK. Donc, il y a ces co-enseignements. On a mis 1, 2, 3, mais au fur et à mesure que le temps passait, au fur et à mesure, nos binômes ont fait plus de co-enseignement. D'accord ? L'idée là, c'était que les 3 temps de co-enseignement, c'était, on va dire, la base. Et en fait, donc, ils en font plus. Hein, certains en ont fait plus. La R, c'est les temps de regroupement. Hein, ceux-là dont on a parlé, dans lequel, évidemment, vous vous en doutez, on a parlé hier, dans ces temps de recoupement, il y a quoi ? Il y a tout ce petit beau monde, et puis on fait de la réflexivité. On rentre pas par la théorie, ça jamais. On rentre par la pratique, par les analyses, et après, on conçoit vraiment, et on va rendre, alors ce que l'IFE dit, hein, enfin, ce que l'IFE... dit depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on va éclairer par des aspects théoriques les questions problématiques de terrain qui se posent et que les enseignants, enfin on vous dira après. Voilà. Et donc on développe le dispositif, ça c'est drôlement intéressant, et on co-construit ces séances avec une fiche de prep, un outil qu'on vous présentera tout à l'heure, qui est quand même robuste parce que ça fait plusieurs années que je l'utilise, et y compris à l'étranger. Quand je l'ai utilisé, notamment là, j'étais revenue du Cameroun, puis à Madagascar, où je forme des enseignants aussi, avec cet outil qu'on contextualise, bien sûr. Je dis ça parce que c'est intéressant à noter aussi dans la question de l'universalité. Voilà, alors je crois que c'est à toi, me semble-t-il. J'ai du mal à droite, gauche. Voilà, à toi. Voilà.
Voilà, c'est mieux. Donc voilà, pour vous resituer rapidement les objectifs donc, de ce dispositif d'accompagnement formation, c'était de renforcer les compétences des participants, leur professionnalité, leurs compétences donc à plusieurs niveaux. À un niveau individuel, à élaborer, concevoir, mettre en œuvre ce qu'on a dit, des situations d'apprentissage qui relèvent de la pédagogie universelle pour prendre en compte la diversité des élèves, mais aussi dans de l'intermétier intercatégorial à co-construire, co-enseigner et co-évaluer, donc ce qu'on a détaillé tout à l'heure. Et puis, dernier objectif, pour les enseignants spécialisés, coordonnateurs d'ULIS en l'occurrence, de pouvoir développer l'exercice de leur rôle de passeur personne ressource, puisque à travers la pratique de la collaboration et du co-enseignement, ça leur a permis d'être encore davantage en lien avec l'ensemble de leurs collègues des classes de référence de leurs élèves. Donc, vous voyez bien que c'est un développement des professionnalités et on n'a pas marqué professionnel parce qu'il y a plusieurs professionnalités qui travaillent là et à différents niveaux. Alors, le principe du dispositif de formation qu'on va illustrer tout de suite après, eh bien, je pense qu'il y a 4 grands principes et je pense que vous avez tout de suite noté. Bien sûr, c'est l'idée d'un accompagnement continué, c'est pas d'une formation. Donc, il va continuer, il va se développer au fur et à mesure du temps. Il y a la question de la collaboration et de l'intercatégoriel. Alors, ce n'est pas vraiment de l'intermétier au sens de Thomaset, mais en même temps intercatégoriel. Et puis, il y a aussi les AESH sur lesquels qui travaillent sur les temps aussi de co-enseignement. Il y a le principe de théorie, pratique, théorie avec l'analyse réflexive. Et il y a celui dont on tient beaucoup, puisque c'est à la base, c'est le socle, c'est la question de l'isomorphisme. On en a parlé hier. C'est-à-dire, l'idée, c'est de dire, quand on travaille sur la pédagogie, donc évidemment l'isomorphisme, alors je cite Develay, c'est quand même un monsieur qui a beaucoup œuvré, mais la citation n'est pas nouvelle, mais quand on fait de la quand on dit que pour prendre en charge, pour prendre en compte et rendre accessibles les savoirs scolaires à tout le monde, il faut faire de la pédagogie différenciée. Quand on dit qu'il faut rendre explicite ce qu'on est en train de raconter, quand on dit que c'est vachement bien de faire plusieurs méthodes, c'est quand même bien en formation de pratiquer ce qu'on est en train de dire. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on fait et c'est même au cœur. Alors, d'où l'idée que, des fois, on ne sait pas comment ça va donner, mais l'approche performative, en tout cas, alors la pédagogie active, performative, voilà. Donc, c'est ça un peu l'idée. Mais en tout cas, c'est au centre de ce principe et on essaye de le faire vivre. Voilà. Voilà. Alors, juste encore, et puis après, Julie reprendra la parole. Donc, évidemment, du côté de la recherche, on a mis un protocole quand même assez conséquent. Et ce que je voulais signaler avec vous, c'est que cette recherche-là, formation continue FPU, elle est là. Donc, on a un groupe XP, un groupe contrôle de 62 enseignants. Et puis Mais elle fait partie d'une autre grande recherche que je conduis avec Claire Hénéa et où on mesure l'effet de dispositifs mis en œuvre à l'INSPEDEX sur la formation à l'éducation inclusive auprès de nos étudiants dans une UE et auprès des fonctionnaires stagiaires, vous savez, dans le fameux DU. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, donc ça fait quand même 2 ans qu'on est dessus. Et donc, on a quand même récolté pas mal de données. Et dans ce cadre-là, il y a un questionnaire qu'on fait aussi passer dans la recherche SPU qui va nous permettre de comparer des enseignants en poste, des enseignants néo en première année, si vous voulez, pour aller le faire vite, et des étudiants. On a déjà des données sur formation initiale dans les 2 cas, mais ce n'était pas de ça dont on voulait parler, donc je les ai, mais voilà. Je vous les présenterai peut-être après. Donc le protocole de recherche, avant de te passer la parole, Julie. Eh bien, il y a plusieurs variables, on utilise plusieurs variables. C'est dans un dispositif alors de terrain, mais on essaye de le faire un peu XP, mais sachant que quand on fait de la recherche sur le terrain, c'est pas à vous que je vais dire que c'est pas simple pour garder
des protocoles expérimentaux, mais quand même, on y arrive. Donc, on a des pré- et des post-tests avec un groupe expé, un groupe contrôle, et on fait du longitudinal sur certaines variables. En tout cas, on a une enquête pré, une enquête post. Là, pour l'instant, on va recueillir celle-là le 18 juin, donc, où on travaille sur différentes variables, notamment des variables sociaux, donc des conceptions sur l'EI, les sentiments, les attitudes vis-à-vis de l'EI, avec les mêmes échelles que vous utilisez, enfin une partie des échelles que vous utilisez, j'ai vu ça. Et puis donc, on a bien entendu des pratiques déclarées sur les conceptions et des pratiques réelles. Alors bien entendu, on regarde sur les fiches de PrEP comment elles évoluent et quelles traces de ces pratiques de différenciation et de pédagogie et d'explicitation se concrétisent dans la fiche de PrEP. Objectif ciblé, est-ce qu'il est bien ciblé, est-ce qu'il est bien défini par rapport aux compétences, etc. Je passe. On a des vidéos de co-enseignement. On va avoir des récits d'expérience et puis des points de vue des élèves. Autant vous dire qu'il y aura beaucoup de données et qu'il nous faudra être plus de 2 pour arriver à tout dépouiller. Voilà, donc voilà, c'est ça l'idée. Julie, je te passe la parole. Voilà, alors, maintenant on va jouer. Voilà. Cours Florent. Alors, donc on va vous proposer une petite mise en scène performée. Donc vous allez vous mettre dans la peau d'un binôme d'enseignants qui exerce dans une classe de CP. Et vous allez devoir... Alors, on va vous donner voilà. Vous allez devoir concevoir le début de séance d'une séance qui a pour objectif. Donc, c'est un objectif qui avait été fixé par les enseignants. Hein, on vous reprend un matériel authentique. Donc, un objectif en mathématiques qui était de savoir écrire un nombre en chiffres et le représenter par une collection en utilisant des objets de la nature, puisque cette séance se déroule en extérieur, dans la classe au dehors. Donc voilà, vous voyez ce que ça engendre comme contrainte matérielle. Et donc, dans ce CP de 25 élèves, c'est une classe hétérogène, milieu rural. On a quelques élèves qui rencontrent des difficultés, notamment d'entrer dans le code. Un élève qui rencontre plus particulièrement des difficultés attentionnelles, qui impactent particulièrement sa concentration et sa vitesse d'exécution. Une élève qui a des TSA, des troubles du spectre autistique, avec une déficience légère, qui donc du coup rencontre des obstacles dans tout ce qui est représentation mentale, abstraction, élocution, compréhension, hein, tout ce qui est lié à la communication et aux interactions. Et puis on a un élève allophone dont la maîtrise de la langue française est assez fragile et qui a également des fragilités psychologiques. Voilà le profil de la classe. Donc première consigne, on va vous laisser peut-être 3 minutes, hein, on va réduire parce que je pense que ça va être voilà, il faut qu'on se régule. 3 minutes ça va parfait. Pour construire donc la phase de lancement de cette tâche. Donc cette tâche qui est donc d'écrire et de représenter un nombre inférieur à 10 de différentes façons. Vous pouvez vous mettre en trinôme. Hein. Alors y a voilà, pas de on avait dit même binôme, mais si vous êtes trinôme, il n'y a pas de souci. Ce que vous voulez, le principal c'est que voilà, vous conceviez, vous êtes dans une activité de conception, voilà, vous construisez la phase de lancement, la consigne de départ. Alors on va pas passer dans les rangs. Ah, c'est vous qui voyez, pardon. Alors, on ne précise pas, mais rien. Le but c'est de rendre la tâche accessible. Le but c'est de rendre la tâche accessible et que tous les élèves de cette classe comprennent ce que vous voulez faire. Comprennent la tâche. Ok, timer. On n'est pas réussi à mettre la digitale, vous savez, le tableau interactif là. Donc, on utilise beaucoup en classe. Donc, du coup, c'est nous les timers. Hein? Voilà. Alors, donc, une restitution pour l'instant, ça fait partie de notre ingénierie pédagogique. Hein? Donc, sur lequel on ne va pas s'étendre, mais il nous faudrait un volontaire, hein, non désigné, ça serait super, ou une ou un volontaire qui nous joue la scène. Nous joue la scène de cette consigne. Voilà. Vous faites comme si on était les élèves. Alors, qui se lance ?
Moi, je désigne pas Charles. Alors, je désigne personne. Après, c'est pas grave. Alors, qui se lance? Vous jouez la scène. Vous vous lâchez. Nathalie, Cours-Florent. Avec mes camarades, hein, avec Amael et... non, mais je vous dis, Alors, me rends compte. vous avez co-enseigné, en fait. Voilà. Vous avez co-construit. On a co-construit. Alors. Donc, nous disons aux élèves, nous sommes dans la nature, nous leur disons, vous vous mettez en binôme, vous allez chercher des objets de la nature, vous les rapportez, vous les comptez. À partir de cette somme, enfin voilà, à partir de ce comptage, vous choisissez un nombre entre un nombre inférieur à 10 et vous choisissez, à partir de la collection que vous avez rapportée, qui, je l'espère, sera extrêmement variée, et vous choisissez un nombre inférieur à 10 et vous représentez ce nombre à partir vous représentez ce nombre avec les éléments de la nature. Bravo. Voilà. Donc, on ne commente pas pour l'instant si vous voulez bien. Hein, c'est-à-dire, on commentera les deux scènes et on les mettra en parallèle. Hein. Donc, pour l'instant, on ne commente pas. On peut juste se demander si tout le monde a bien compris cette consigne. Voilà. Mais je ne dis pas que personne ne l'a compris. Je ne dis pas qu'elle a... Voilà, c'est juste... Alors, deuxième phase. Alors, tâche suivante. Donc, c'est exactement la même tâche, sauf que cette fois-ci, vous allez avoir à votre disposition un outil qui va potentiellement vous permettre d'améliorer ou de bonifier ce lancement de tâches. Donc cet outil, le voici. C'est un extrait de l'outil fiche de préparation que nous utilisons avec nos enseignants. Voilà, je vous laisse l'observer. Et donc, on vous a précisé les deux phases, la phase 1 et la phase 2, que vous devez concevoir, cette fois-ci, en vous appuyant sur les indications comportées par l'outil. Et cette fois-ci, donc, on vous laisse à nouveau 5 minutes, un petit 3 minutes, allez, comme tout à l'heure, 3 minutes, puisque vous avez déjà commencé à réfléchir. Vous avez, alors c'est assez formel, hein, mais ça serait peut-être la bonifier ce que vous avez fait si vous parvenez. Très bien, le temps est écoulé. De nouveau, 3 minutes. Voilà. Bon, l'objectif, c'était de vous mettre en réflexion. Donc, du coup, comme tout à l'heure, on va demander à un binôme de bien vouloir venir restituer sa proposition de lancement de séance. Bonifié. Qui se lance? Donc, ce sont vos élèves, hein? Voilà. Donc les enfants, vous êtes assis. On a récolté plein d'objets en forêt. On a fait donc des collections. Vous les avez mis devant vous en groupe. Et donc tout d'abord, je vais vous demander de vous rappeler ce qu'on a fait hier. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a fait hier en classe? Est-ce que quelqu'un peut me redire? Je vais plutôt interroger mes partenaires. Donc quand on était avec les nombres, qu'est-ce qu'on a fait avec les nombres? Charles, vas-y. On les a écrits, tout à fait. Et puis on a fait autre chose aussi. Ouais. On a collé des étiquettes pour les dénombrer et puis après on a écrit. Voilà, très bien. Et puis on a écrit le nombre. Et bien là, vous allez faire la même chose. Vous allez donc compter combien vous avez d'objets devant vous et puis vous allez écrire le nombre avec des bâtons. Je prends un exemple. Ici, j'ai 5 pâquerettes. Donc je compte 1. On compte tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est bon? Et donc là, on va représenter 5 avec des bâtons. Et je fais la démonstration. Est-ce que quelqu'un peut me faire une démonstration? Et là, je sollicite un élève qui me fait une démonstration. Ça s'arrête là. Bravo. Alors, donc, merci vraiment de vous être engagé dans cette tâche un peu artificielle, mais en même temps, bon, l'idée c'est de montrer évidemment
que dans le lancement de la tâche, eh ben, il y a plusieurs éléments à prendre en compte, mais les collègues l'avaient déjà dit, des éléments qu'on appelle, qui font partie de la posture d'enseignement explicite, mais pas ne pas confondre avec la pédagogie explicite de Bissonnette. On est dans une posture de rendre accessible par des gestes simples les discours, notamment les consignes. Et on sait bien que, alors ça je me réfère à Charles Bernardin, à Sylvie Seb, donc on sait bien à Rayou que le temps de la consigne et le temps de l'institutionnalisation à la fin du cours, c'est des temps qui sont extrêmement importants quand on enseigne, et qu'une consigne qui n'est pas explicite, où il y a des malentendus, eh bien effectivement, pour mettre les élèves dans les tâches, et donc il y a des malentendus, on va dire, qui sont socio-scolaires ou socio-cognitifs, qui perdurent, et du coup ça crée des écarts devant les tâches. Et on se rend compte que les enseignants, notamment dans le second degré, et ça c'est montré, doivent performer en fait dans cette question, notamment dans la consigne, mais il y a plein d'autres dimensions. C'est pour ça qu'on avait mis cette focale là-dessus, simplement sur le tissage, remobilisation. Le tissage, c'est Bucheton. Le tissage fait remobiliser les savoirs et des liens avec ce qui a été fait avant et ce qui sera fait après. Et bien sûr, la reformulation, vous avez dit la panoplie, sauf que vous n'avez pas repris une erreur, voilà, qu'on aurait pu, avec les questions élucidantes, reprendre, etc., pour retisser encore un peu. Voilà, alors maintenant, on voudrait vous montrer... Voilà, alors on voudrait vous montrer deux petites séquences. Alors voilà le binôme, l'enseignante et l'enseignante spécialisée d'un dispositif. Alors c'était il y a quelques... c'était au mois de novembre. Voilà, c'était au mois de novembre. De la mise en œuvre du dispositif. Voilà, donc on va vous montrer et après on commentera. Hier, on s'est vu dans votre classe du CP. Vous nous avez invités. On a parlé de quelque chose, des activités qu'on allait faire, de l'activité importante qu'on allait faire aujourd'hui. Est-ce que vous vous souvenez de quoi on a parlé? Il y en a qui se souviennent pas, il y en a qui se souviennent. Léo! Je me souviens qu'on avait dit qu'on allait trouver des objets dans la forêt, par exemple comme des bâtons, des pommes de pin, des fleurs mortes par terre. Est-ce que vous avez entendu là-bas ce qu'il vient de dire, Léo? Vous avez entendu? Léo essaye de parler un peu plus fort, donc il a raison, Léo. Mais à quoi ça sert de trouver ces bâtons, ces cailloux, ces feuilles, ces pommes de pin? Qu'est-ce qu'on va en faire avec? Des mathématiques. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux me dire exactement, Léo? L'autre Travailler. Bien sûr, mais quoi alors? Kenzo, est-ce que tu peux nous dire? Pour représenter des noms, pour les mettre en forme, pour faire des nombres. Alors, comment est-ce qu'on avait dit? On va, avec tout ce matériel, on va écrire. Donc là, vous voyez bien, on a l'impression que c'est simple, en fait. Mais ce qu'on peut vous dire avec Julie, c'est qu'entre le mois de juin, la première fois qu'on les avait vus, et là, l'enseignante a performé sa manière de faire la consigne. Parce qu'on l'avait travaillé, on l'avait mis en scène. Lors du premier regroupement, on n'avait pas encore de vidéo, etc. Alors que c'est quand même une enseignante chevronnée et avec une enseignante spécialisée. Donc ça paraît simple. D'accord. Et ça, ces évolutions, on les a vues aussi, notamment de manière spectaculaire, avec nos diades, enfin nos binômes du second degré. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a du tissage, de la remobilisation, du tissage, du sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, voilà, et pourquoi on va le faire. Voilà. Donc ça paraît simple, hein, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais... Et puis, peut-être dans la question de la consigne explicite, maintenant. Hier, on s'est vu dans votre classe du CP. Vous nous avez invités. Ah, pardon. On a parlé de quelque chose, des activités. En les connaissant, on pourra aller voir des nombres beaucoup plus loin. En connaissant ces chiffres-là et cette représentation de nombres, on pourra aller vers des nombres beaucoup plus grands. Beaucoup plus grand. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui,
écoutez bien s'il vous plaît la consigne. Vous allez écrire des chiffres qui vont de 1 jusqu'à 10. On n'a pas de stylo, donc vous allez utiliser tous les objets de la nature que vous trouvez autour de vous. Vous vous souvenez, on avait dit les bâtons, les feuilles, les cailloux. Madame Auron, je ne sais pas si elle a si c'est la peine, mais visiblement c'est pas la peine. Vous vous souvenez de tout. Et vous allez voilà, tu vas le montrer au fur et à mesure, pardon. Et puis, au fur et à mesure, vous allez nous appeler. Donc là, c'est vraiment la mise en consigne. On voit bien, en fait, la question de la multimodalité un peu. Vous voyez bien qu'elle n'a pas de tableau. Donc, elle se fait aider par son binôme donc où elle a écrit la consigne, puisqu'on est dans la nature. À ce titre-là, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vu dans les classes au Cameroun. C'est-à-dire quand il n'y a pas de tableau, ils font comme ça. Et puis, donc, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus aussi? Donc, l'explicitation, voilà. La reformulation. Donc, la reformulation par les élèves et puis l'énonciation des critères de réalisation, notamment, pour mener à bien la tâche. Voilà, alors tout ça pour dire qu'une fois qu'on analyse ça avec les enseignants, que ce soit sur des courtes vidéos ou des témoignages ou des récits d'expérience, eh bien sûr, il y a des notions théoriques qui viennent. Donc évidemment, ça, il y avait des collègues de l'IFE hier, c'est vraiment la question d'enseigner plus explicitement, avec tout ce qu'il faut pour enseigner plus explicitement, tous ces outils, le quoi, le comment, le pourquoi, etc. Et surtout le comment qui est dans les classes. Donc c'est ça qu'on apporte, c'est ce qu'on apporte après. Et ce n'est pas des outils de, entre guillemets, chercheurs, c'est ce qu'on utilise aussi dans les formations qu'on donne. Et voilà, au sens chercheur, au sens... donc c'est pas formalisé autrement que ce qui... Voilà. Donc c'est des éclairages conceptuels. Je ne sais pas si on a le temps. On a le temps ou pas pour la deuxième 1 minute? Bon, alors on n'a pas le temps, dommage. Donc, c'est pas grave du tout, mais vraiment pas du tout. Si ce n'est juste que là... Vas-y. Juste pour vous dire 2 mots, donc la situation qu'on voulait vous présenter, mais bon voilà, qui sera écourtée, c'est qu'on voulait vous mettre en situation d'analyse croisée, puisque c'est ce qu'on fait avec nos collègues. À partir d'extraits vidéo qu'eux-mêmes choisissent, sélectionnent et de questions professionnelles qu'ils se posent suite à la réalisation des séances, c'est le collectif qui va trouver des réponses aux problématiques rencontrées par les collègues. Bien évidemment, accompagnés par nous-mêmes et par les collègues conseillers pédagogiques. Donc là, rapidement, c'était un cours d'anglais en classe de 4e avec des supports pensés en amont, des outils d'aide et une fiche de prep très détaillée. La collègue avait anticipé la majorité des obstacles liés à son objectif cible, mais en avait oublié certains et s'est retrouvée en difficulté sur des objectifs de compétences, on va dire, un peu plus périphériques. Ce qui a donné lieu du coup à la réflexion du collectif et à une trace écrite, ce que peut produire le groupe suite à ces analyses croisées. En fait, donc dans cette situation, l'enseignante avait vraiment co-construit, puisque c'est dans le propre même de notre dispositif, on co-construit une fiche de PrEP dans la conception en amont pour faire vivre la pédagogie universelle, une co-construction de séance. Elles avaient tout préparé avec les outils d'étayage. Elles avaient diversifié leur situation. Elles l'avaient rendue attractive. L'explicitation de la tâche parfaite. Bing, un obstacle. Un petit utilise une fiche d'aide qui ne correspondait pas à la tâche. Et là, elle s'est trouvée en difficulté. Et du coup, la question professionnelle qu'elle voulait soulever, c'est celle-là. Comment contourner une situation de blocage, c'est leur mot, dans la manipulation d'une notion auxiliaire, entendons-nous compétences périphériques, parce que le petit, en fait, il avait besoin de prérequis pour utiliser, et en plus, ça n'avait pas été... comment on dit, explicité. Donc voilà, et c'est comme ça que le groupe a trouvé. Alors on fait faire des petites fiches, et après, bien sûr, ils partent avec. Et c'est les collègues qui travaillent. Ça me faisait penser à vous, qui travaillent, qui créent eux-mêmes leurs outils de formalisation en fait. Voilà, bien sûr éclairés. Puis après, nous on donne tout ce qu'on peut donner, etc.
Voilà, et donc, ça, je passe. Et on voulait... Voilà. Voilà. Merci beaucoup. On fera le temps de l'institutionnalisation un autre jour.